Bonjour Nadia. Bonjour David. Bonjour chers auditeurs. Bon, bah ça y est, hein. On y arrive. On est dans la dernière ligne droite. Ouais. Nadia, est comme ça. Alors mais j'ai jamais été autant stressée, quoi. Mais tu es plus stressée que moi, c'est Mais bizarre. Non, parce que pendant 5 ans on a pris cher, Et donc ouais. c'est pas bizarre. Ça y est, c'est vrai, t'as raison. C'est l'ultime semaine avant le dénouement final. Parce que ce dimanche, pour ceux qui sont mal réveillés encore, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. C'est l'heure des derniers meetings aussi, c'est le moment des derniers débats. Voici venu le temps du sprint final. Enfin, le sprint final. Il y en a encore un qui est dans les vestiaires. Nadia, je te laisse deviner l'identité de celui qui n'a pas daigné débattre une seule fois pendant la campagne présidentielle, en te donnant un indice si jamais toi aussi tu es très mal réveillé. Ouais. Alors, il est président de la République, c'est... Moi, tu sais que je passe à côté de tes questions, des devinettes. Alors, Emmanuel Macron, ça va. Ouais, j'ai pas fait trop dur. Ouais, je sais que tu rentres de vacances et que la reprise, c'est jamais facile. Ouais. Donc, je voulais pas te faire rouspéter. Par contre, il y en a qui gueulent en ce moment. Voilà. Il y en a qui sont pas contents. Par exemple, la Société des journalistes de France 2. Regardez donc ce qu'ils ont écrit hier. C'est un charmant courrier qui s'intitule « Monsieur Macron, pourquoi refusez-vous les invitations de France 2 ?» Pourquoi ? Parce que t'es fin boss pour moi. Mais attendez. Tiens. Alors, il reproche à Emmanuel Macron à peu près la même chose que tous les Français, c'est-à-dire de ne pas confronter son projet avec celui des autres candidats à l'élection. Ça pose quelques problèmes dont on parlait à l'instant. Avec un petit détail quand même, une petite interrogation aussi piquante que délicieuse en fin de lettre que vous avez peut-être loupée. Je vous le cite. Pourquoi les téléspectateurs de France 2 n'ont-ils pas la possibilité de vous entendre sur leur chaîne ? Vous qui aviez pour projet de supprimer la redevance et donc de priver l'audiovisuel public de son principal moyen de subsistance et d'indépendance, pourquoi ne venez-vous pas répondre aux questions des journalistes de France 2 ? Allez, bim. Parce que je suis crédité à 27%, je n'ai pas le temps de parler avec vous, ça les gars. C'est dit quand même. Ça tape bien dans les côtelettes. Ça rappelle à tout le monde que la liberté de la presse, depuis qu'elle parle des violences en manifestation, dans les quartiers ou des scandales, McKinsey, Rothschild, alors avec parcimonie, s'agissant de France 2, c'est pas trop son truc au patron de la Startup Nation qui a quand même pas mal changé sur ses références et ses inspirations. Oui. Si le macronisme était un individu, on pourrait dire qu'il est passé assez vite pendant le quinquennat de Jeff Bezos au préfet l'Allemand. J'ai envie de dire, il y a une continuité visuelle et idéologique dans ce glissement, quand même. Car oui, après tout, Macron, c'est l'histoire d'un homme qui a décidé de tout dissoudre. De dissoudre le service public, de dissoudre l'audiovisuel public, de dissoudre les musulmans, de dissoudre les antifascistes, de dissoudre les associations de gauche. Le macronisme, en fait, c'est pas tellement une idée politique, c'est surtout un bain d'acide. En fait, genre, t'es pas d'accord avec Macron, viens prendre un bain chaud dans l'arrière-cuisine, là, voilà, dans le bidon en métal, le grand. Alors, vu qu'il veut pas débattre, nous, on débat. Et on débat sur ce qu'il laisse traîner. Ses affaires, ses déclarations, ses petites phrases chocs, ses entretiens. Et il y en a une qui a retenu l'attention de Jean-Luc Mélenchon, soyons honnêtes, mon patron de la France Insoumise. C'est cette polémique sur le fait qu'Emmanuel Macron voudrait envoyer les gosses de 12 ans en apprentissage. Oui, à 12 ans. Vous avez bien entendu, c'est un peu le retour à Germinal. Enfin, nous, on a bien entendu, mais Macron, lui, il dit qu'il n'a pas dit ça. Écoutez plutôt. Comme on a parlé de nos enseignants, je voulais juste dire un mot, parce que tout le week-end, il y a eu une fake news, comme on dit aujourd'hui, qui a circulé, qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Nos enseignants nous écoutent. Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. C'est un scandale de dire ça. J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire permettre aux régions, aux entreprises de venir quelques heures. Par contre, moi, je porte une réforme du lycée professionnel inédite qui va permettre à des jeunes de 16-17 ans, enfin, d'avoir une rémunération quand ils font un stage qui n'était pas possible. Une fake news, comme on dit aujourd'hui, vous avez bien compris, le président sortant. Une fake news, et vu que c'est lui qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux, et que vu que c'est lui qui a fait une loi qui interdit les fake news, faudra pas s'étonner si Aurore Berger propose demain de dissoudre Jean-Luc Mélenchon pour trahison contre la vérité. Et oui, il n'est pas content, Emmanuel Macron, qu'on dise du mal de lui. Quand il dit du mal des jeunes, il n'est pas content, après avoir commencé par piquer nos APL, en se faisant bien aider d'ailleurs par le cabinet de conseil McKinsey à l'époque, quand même, qui a aidé Macron à réduire les APL pour la modique somme de 4 millions d'euros. Il n'est pas content, après avoir supprimé 7 900 postes de professeurs, selon la FSU, premier syndicat d'enseignants. Il n'est pas content, après avoir regardé pendant le Covid les files alimentaires des jeunes comme les vaches regardent passer les trains, c'est-à-dire littéralement en les abandonnant en race campagne. Enfin, attendez, pour pas être accusé de fake news, pour pas être dissous à mon tour, je me dois de dire la vérité. Emmanuel Macron a peut-être refusé d'ouvrir le RSA aux 18-25 pendant le Covid, mais attention, il a fait les repas à 1 € pour les étudiants, quand même.
pas gratuit le repas, hein, parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Tout a un coût dans ce pays. Oui, j'oubliais, il a une fin aussi. Tout a une fin dans ce pays. Les repas à 1 euro, c'est fini pour les étudiants non boursiers. Puis tout a une limite, hein, aussi, quand même. C'est pas la foire non plus. 5,5 millions de repas à 1 euro ont en effet été distribués depuis janvier 2021. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui le dit sur son site. Ministère de l'Enseignement supérieur, c'est dixit Frédérique Vidal, quand même. La ministre occupée à chasser les spectres du wokisme. C'est plus une responsable politique, elle, c'est une actrice de SOS Fantôme, Ghostbuster pour les Anglais. Donc il faut la croire sur parole, hein. Sauf que, quand on fait le calcul, 5,5 millions de repas en un an sur 2,7 millions d'étudiants. Nadia, ça fait combien de repas par an pour chaque étudiant? Non, arrête avec tes questions. Pas si dur. Non, mais fais pas faire un produit en croix ou pas, ça? Alors, ça fait 2. Voilà. Ça fait 2 repas par an par étudiant. Ah oui, mais tout a une fin, hein. Je vous l'avais dit. Je sais, Nadia, que c'est difficile à faire ce calcul de bon matin. Mais bref, Macron, il a crié à la fake news. Mais il n'a pas de bol. C'est que nous, on a les magnétos. Et on les a même rapportés ici aux médias. Alors réécoutez et jugez par vous-même. Je vous pose une question. Allez-y, monsieur. Voilà, je suis restaurateur à Foura, donc, Ouais. et j'ai toutes les difficultés du monde pour embaucher du personnel. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, ce qu'on veut faire, c'est aussi, on a commencé avec la réforme de l'assurance chômage, on va la continuer. Ouais. Que les gens qui sont demandeurs de droit, quand il y a des emplois vacants, qu'on les oriente et qu'on soit plus directif. 2, former, parce que si vous avez besoin de formation, on a mis un paquet pour former justement sur ces métiers là où il y a des besoins. 3, on a besoin de faire mieux connaître vos métiers. Et donc, alternance apprentissage et orientation dès la 5e pour faire connaître ces métiers. Vous êtes prêts à prendre des apprentis? Tout à fait. Mais alors là, pour le coup, si vous êtes prêts à prendre des apprentis, on va vous en trouver. Bah alors, moi ça Vous m'avait en l'air trouvez. pourtant assez clair, hein. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel Macron? Il On les assume déshumanise en plus au passage, hein. Vous en trouvez, hein. Ouais, on n'assume plus. Aïe, Et ouais, aïe. on n'assume plus de pourrir l'avenir des jeunes, c'est pas vendeur, hein, en période électorale. Et pourtant, quand il s'agit d'annoncer avec de jolis mots la fin définitive de l'égalité républicaine entre les jeunes, en cassant encore plus la valeur nationale du bac, en détruisant le service public de l'éducation, là, il y avait du monde il y a quelques semaines. On n'assume plus, Emmanuel Macron, de proposer une réforme des retraites qui feront partir les jeunes d'aujourd'hui à la retraite à 65 ans et bien plus. On n'assume plus. Bon, on critique Macron, mais il y en a qui sont bien au chaud pendant ce temps. Tenez, Marine Le Pen, par exemple. Ouais. Tranquillement, comme si elle bronzait au soleil avec Blanquer à Ibiza, elle a retiré, elle aussi, sa proposition de retraite à 60 ans. Elle a reculé. Désormais, c'est 62 ans et avec un bonus, 42 annuités au moins. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, et les parents, et les grands-parents, voilà ce que ça veut dire concrètement. Si vous souhaitez que vous ou des proches fassent de grandes études, puisqu'il paraît que ça sera utile pour les métiers du futur, il y a des chances pour que vous fassiez Bac plus 5. Bon. La moyenne d'obtention d'un master, c'est 26 ans dans ce pays. 26 ans plus 42 annuités, Nadia, ça fait combien? 26 plus 68. Et ouais, pour toucher le taux plein, avec Le Pen comme avec Macron, ça sera 68 piges quand vous faites Bac plus 5. Autant dire que pour certains, l'argent de la retraite, il sera empoché directement depuis le cimetière. Ouais. Ceci dit, c'est pratique, ça réduit les frais de poste, mais ça n'aidera pas beaucoup à résoudre le léger problème de la destruction de notre modèle social. Au passage, ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que beaucoup de personnes âgées en France vont en Tunisie ou au Maroc vivre leur retraite. Ouais, bien sûr. Parce que leur retraite est bien trop maigre. Hein. Donc, mais ça se passe souvent comme ça. Et surtout, ce qu'on paye pas en retraite, on le paye en assurance chômage, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vont être au chômage, en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Enfin bon, ça tombe bien, le premier tour arrive. Ça va être le moment de faire des choix. Exactement. Mais ça va être aussi le moment de faire quelques bilans, Nadia. Oui, on va s'amuser à faire quelques bilans. Tenez, regardez, on peut commencer par exemple avec lui, là, Raphaël Enthoven. Regardez ce qu'il disait il y a quelques temps. Mélenchon n'est que l'autre nom d'un dévoiement de la politique, d'un dévoiement d'un appareil républicain ou d'un appareil républicain en démagogie, en populisme de bas étage. L'intérêt de tout ça, c'est que quand on vise bas, on se plante et que cet homme fera, s'il va au bout, un score lamentable. Oui, mais vous diriez... Un score lamentable, hein, Raphaël Enthoven. Vous êtes toujours bien sûr de vous, Raphaël Enthoven. Hein, quelle arrogance. Heureusement qu'il est philosophe et pas oracle, lui, hein, parce qu'il est quand même pas au niveau de Paul Le Poulpe, ce grand devin. Bon, ceci dit, depuis qu'il a lui-même révélé, ce 4 avril sur Europe 1, avoir été conseiller de technique de Laurent Fabius, et dit, je le cite, c'est une vraie citation, « Mon travail, à l'époque, était de dire du mal de Mélenchon. On m'avait demandé ça, c'était explicitement mon cahier des charges. » On comprend qu'en fait, il ne faisait pas des prévisions sur le score de Jean-Luc Mélenchon. En fait, il faisait des prières. Il faisait son taf.
Des prières laïques, évidemment, pour que Mélenchon n'accède pas au second tour. Puis au fond, rien n'a vraiment changé. Il est toujours payé pour dire du mal de Mélenchon dans les médias. On ne se refait pas, la soupe est bonne, il faut bien quelqu'un pour la manger. Ça va être aussi le moment de faire le bilan de certaines stratégies politiques de certains candidats ou candidates, plutôt placés à gauche de l'échiquier politique, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je parle bien de Jadot et Hidalgo. Il faudra faire le bilan de leur stratégie. Hidalgo, par exemple, hier sur France 2, tant de temps à démonter Mélenchon, mais pas un mot sur Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr que ça plaise à son propre électorat, même celui qui n'aime pas forcément beaucoup Jean-Luc Mélenchon, puisque vous le savez, elle est passée sous le prix du litre d'essence et elle se bat comme un diable pour ne pas côtoyer le prix de la baguette de pain. A priori, on devrait finir au niveau du kilo de pâtes, mais attention, il reste 5 jours et un faux pas est toujours possible. Et oui, à force de consacrer tant de temps à taper sur un personnage de gauche, Hidalgo a livré aux Français un programme incolore et inodore. En fait, Hidalgo, elle cherche plus à nettoyer qu'à construire. C'est de l'eau de Javel, en fait, Anne Hidalgo. Elle nous parle, mais on ne l'entend pas. Elle nous voit, mais on ne la voit pas. Hidalgo, c'est pas une candidate, c'est un miroir sans teint. Bon. Je ne parle pas des autres, je ne souhaite pas prendre trop d'intention sur des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Je voulais juste te dire, moi, que pour l'avoir vécu de l'intérieur, cette campagne, elle soulève quand même beaucoup d'espoir. Moi, j'ai sillonné le pays ces derniers jours, ça se voit un peu à mes cernes, je pense, et j'en ai vu des choses. J'ai vu des choses drôles, j'ai vu des choses dures, mais au fond, des choses qui donnent un peu confiance en l'avenir de mon pays. Cette élection, c'est peut-être un tournant pour nous tous. Et ce nous tous, c'est un peu toutes ces personnes que j'ai croisées, qui souvent d'ailleurs me glissent qu'ils aiment beaucoup cette matinale avec toi, Nadia, avec Théo, avec Taha, avec Sémile, avec tous les autres. C'est plutôt bon signe pour les affaires. C'est à eux tous que je voudrais avoir un dernier mot, juste un dernier petit mot avant le premier tour de cette élection. À ces jeunes qu'on considère comme des sujets, ceux qu'on ne laisse pas libres de décider de leur futur. À ces anciens qui ont été mis sur le côté, placés comme des objets. Ceux dont nos responsables politiques oublient qu'ils ne sont pas que des corps, qu'ils ont eu un passé, qu'ils ont une vie et qu'ils ont toujours des idées et des envies. À tous ceux qu'on a salis, à tous ceux qu'on a humiliés, parce qu'on leur a dit qu'ils n'aimaient pas la France, parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le bon prénom, mais qui ont pourtant crié de joie quand un jeune homme originaire de Corbeil-Essonnes, nommé Kamel Kébir, a imposé au monde entier le plus beau des drapeaux tricolores sur un jeu en ligne mondial ce week-end. À tous ces agents du service public qu'on essaye de transformer en machines, en comptables, en tout, sauf des êtres humains, eux qui ont fait ce métier pour prendre le temps de parler à leurs patients, pour prendre soin des petits, pour accompagner dignement ceux qui n'ont comme seul patrimoine que le service public. À ces associations, celles qui, en l'absence de l'État, portent sur leurs épaules la devise républicaine, en bas des tours, au pied du clocher ou à la porte de la mairie, celle qui dit liberté, égalité et fraternité. À ces Français qui bossent dur pour des salaires de misère, ceux et celles qui ont froid le soir dans leur propre maison, qui angoissent pour leurs enfants, pour le monde qu'ils leur laissent. À ceux qui se battent, des femmes de ménage de l'hôtel Ibis aux gilets jaunes et borniers, ceux qui ont compris quelque part que dans ce monde, on obtient rarement du gouvernement des acquis sociaux en souriant gentiment. À ceux qui ont arrêté de se battre aussi, par colère, par désespoir ou par fatigue. À ceux à qui on essaye de faire croire que l'espoir s'est éteint, alors qu'il y a toujours une petite flamme révolutionnaire dans le cœur de tous les Français. Au peuple de la montagne, à celui du bitume, à celui des campagnes, à celui des métropoles, à ceux envers qui tout est fait pour que chacun se rabaisse plutôt que de s'élever ensemble. À tout ce peuple-là, à tous ces Français, je ne veux pas dire pour qui voter, je crois qu'ils le savent déjà, mais je voudrais juste leur dire une dernière chose avant dimanche. Ne doutez jamais de la force de nos idées. Elles ont traversé les siècles, elles survivront bien à 2 ou 3 petits monarques en plus. Mais soyez conscients que ces idées ne voyagent pas toutes seules. Elles ont besoin d'hommes et de femmes pour les aider à bourlinguer. Elles ont besoin de paroles, elles ont besoin de gestes aussi. Et ce dimanche, elles ont besoin d'un bulletin dans l'isoloir. Je vais tousser, excuse-moi. Allez voter. Et peut-être, qui sait, même si Nadia essaye de me saboter mon moment solennel. Non, je te le redis. Allez voter, allez voter. Et peut-être, qui sait, parce que ce n'est plus un rêve, c'est devenu une possibilité. On sera peut-être à l'Élysée et on aura de belles choses à raconter. C'est digne d'un slam. Merci, David Guiraud. Je suis pas loin du rap. Non, mais merci pour cette touche d'espoir. Et j'ai envie de te dire qu'il faut s'accrocher à ça, de toute façon. Ouais, je crois que nos idées, elles sont fortes. Aussi, voilà. Je crois que c'est un peu un devoir quand on est de gauche aussi d'être optimiste, parce que dans toutes les périodes de l'histoire, souvent c'est quand c'est vraiment la super merde que paradoxalement émergent des solutions politiques humanistes, progressistes, etc. Donc faut s'accrocher.
C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on s'accroche à pas grand-chose, à un petit bambou ou un petit roseau, mais voilà, on plie, mais on ne rompt pas. C'est ça la force de nos idées. Et je crois qu'on n'avait jamais vu ça avant. C'est cette mobilisation, c'est ce que je disais en introduction. Déjà, au sein des quartiers populaires, on avait parlé de cette initiative On s'en mêle. Ouais. On avait donné la parole à Zouina, qui rappelait que pour la première fois, c'était même historique, hein, pas mal d'associations ont réussi à s'entendre. Jean-Luc Mélenchon a réussi à fédérer derrière lui. Des gens qui n'ont jamais appelé à voter pour certains. Exactement, c'est-à-dire que il y avait des associations qui appelaient à voter, mais sans orientation. Et là, clairement, c'est affiché. Donc, on sent aussi que, dans le même temps, on va dire, il y a peut-être une conscience politique plus aiguë, ou plutôt que ce quinquennat a été tellement maltraitant que les gens sortent un petit peu il y a une forme de pudeur, tu vois, lors des élections, on n'ose pas trop. Je pense qu'il y a une conscience du danger, Je pense qu'il y a une conscience du danger parce que il y a beaucoup de gens qui se disent qu'en fait, par exemple, le rapport à l'extrême droite, que le vote de barrage, cette fois, il ne doit pas être au second tour, il doit être au premier tour. Parce qu'en fait, on a l'opportunité pour des gens, pour la plupart des gens de gauche, mais même d'autres, il y a même des libéraux ou autres qui se disent je préfère quand même Mélenchon à Le Pen. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas un horrible raciste et tout le monde ne pense pas que les deux extrêmes se rejoignent, etc. etc. Donc il y a cette conscience du danger, il y a cette conscience de l'impératif écologique, parce qu'il y a le rapport du GIEC qui est sorti, qui dit qu'on a 3 ans. 3 ans pour agir, c'est un peu mince comme affaire. Et donc, c'est quand même mieux de mettre quelqu'un comme Mélenchon que Le Pen, qui elle s'en fout de ça en fait. Elle, on sait très bien comment elle va régler le problème. Donc voilà, je pense que c'est plus aussi cette conscience du danger, parce qu'il y a plein de gens qui adhèrent pas totalement à nos idées, mais qui se disent cette fois, je le fais parce que peut-être que j'adhère pas, mais je préfère quand même militer et me battre et protester sous Mélenchon que sous les gens qui nous ont vendu la modernité politique, mais qui en fait ont fini par éborgner des gens, quoi. Et je pense qu'il y a ça quand même. On préfère se battre contre Mélenchon. Non, mais c'est vrai. Et tu vois, une des revendications, même quand tu parles avec celles et ceux qui aujourd'hui vont voter, par exemple pour Jean-Luc Mélenchon, qui se décident à voter, c'est juste de pouvoir enfin ressentir une forme de paix, de respect, et de regagner un petit peu de dignité. Ouais, il y a plein de gens, c'est clair que moi je vois des gens qui vont voter pour nous, qui me l'ont dit, qui à la base sont par exemple plutôt des libéraux. Il y a une épidémie de gens qui toussent dans ce studio. Non, il n'y a pas de Covid, il n'y a rien. Moi j'ai eu, c'était à cause de la clim quand j'étais... non mais c'est vraiment la clim. Tout va bien. Mais... Ne vous inquiétez pas, moi je l'ai eu en janvier de toute façon, donc c'est bon, ça va. T'as dit quoi? Je l'ai eu en janvier. Ça veut rien dire, tu sais. Ah ouais? Ah non, je t'assure. Super. J'espère que je vais pas le choper pendant les législatives. Non, surtout pas. Mais non, mais il y a tout ça, quoi. Puis bon, c'est vrai qu'en fait le Covid a changé des choses aussi sur le rapport des gens au service public. On sort de quand même 15 ans à nous expliquer que l'hôpital c'est trop cher. Et là, il y a des gens qui se rendent compte que le service public c'est pas rien, que ceux qui portent la société à bout de bras, c'est aussi des fonctionnaires. Pas que, il y en a d'autres, mais qui font partie de ces espaces de résilience, en fait, par rapport à la crise. Et que sans ces espaces-là, on se serait effondré. En vrai, si on n'avait pas un personnel aussi dévoué dans le service public de la santé ou de l'éducation, ça aurait été super compliqué pour les gamins, pour les parents, pour les anciens à l'hôpital, etc. Parce que ça aurait été une catastrophe sinon. Dans notre pays qui a été construit autour de l'idée aussi du service public. Macron les a bien célébrés pendant la crise sanitaire, et après il les a bien remerciés. Oui, il les a payés en applaudissements. Non mais c'est pratique, ça coûte pas cher les applaudissements. Enfin voilà, c'est une économie de plus. J'imagine qu'il y a de l'argent à donner à McKinsey quand même à ce moment-là. Mais en fait, ouais, c'est ça, en fait, ils peuvent plus dire que c'est inutile. Et même Pécresse, etc. Ça, c'est quand même incroyable. Pécresse, elle nous dit, je veux supprimer 150 000 à 200 000 fonctionnaires. Mais quand on lui dit, mais vous supprimez où? Elle est tellement bloquée qu'elle finit par nous sortir des trucs du genre, oui, on est suradministré, les postes de cadre, les machins. Donc en fait, elle essaye de créer une différence qui a pas vraiment lieu d'être dans le service public, parce que c'est utile un cadre aussi. Et c'est pas vrai qu'on est hyper suradministré, hyper surbureaucratisé. On est bureaucratisé parce qu'aujourd'hui, dans le service public, on a appliqué la logique du privé qui consiste à tout compter. Et donc, vu qu'on doit tout compter, il faut des gens qui fassent les comptes. Et puis des gens qui fassent les comptes de ceux qui fassent les comptes. Et ça commence dès la première pose de seringue. C'était la tarification à l'acte qui a été faite sous Sarkozy, notamment, ou même encore avant, par des gens dont Jean Castex, qui était déjà à cette époque-là au ministère de la Santé, des Roselyne Bachelot, qui sont ministres de la Culture.
Et en fait, tu poses une 5, il faut compter. Donc, il faut remplir dans le tableur Excel. Et ensuite, ton tableur Excel, tu l'envoies à ta direction de santé, à ton supérieur, pour dire, voilà, moi, j'ai fait tant d'actes médicaux, c'est pour ça que vous devez me donner tant d'argent, parce que j'étais rentable ou efficace. On peut aussi même parler des travailleurs sociaux, hein. Ouais, les assistantes sociales qui ont aujourd'hui des fichiers Excel partout, des à fichiers remplir, Excel. C'est la république des fichiers Excel. C'est ça, des PowerPoint. Bah ouais, et partout. Dans les assos, on fait des appels à projets. En fait, on doit prouver que ça va être rentable ou que ça va être pas déficitaire, parce qu'il y a toujours un soupçon sur les actions associatives. Et donc, tu passes ta vie à remplir des appels à projets, des appels d'offres. De performance. Ouais. Et en fait, tu fais plus d'associatifs, tu fais des projets. Et c'est mieux de faire que de projeter, en fait, parce que projeter, c'est dans le futur, faire, c'est maintenant. Et voilà, c'est une logique. C'est cette logique-là qui bureaucratise, par exemple, les services publics. C'est le libéralisme, en fait, qui a bureaucratisé tout ça. Il y a un anthropologue qui est décédé il n'y a pas si longtemps, qui était David Graeber, qui parlait de ça un peu, de tous ces jobs-là, de tous ces jobs à la con aussi. Voilà, on en est là, mais je pense que les gens ont quand même compris. Enfin, moi, je pense que même Le Pen, elle a été obligée de se recentrer sur le social, etc. Alors, j'ai aucune confiance envers le fascisme pour vraiment appliquer un programme social. Mais dans les discours, on a gagné quelques batailles quand même, il faut aussi se le dire. Même la planification écologique, des gens comme Emmanuel Macron qui disent c'est Mélenchon qui a eu l'idée, mais voilà, c'est des choses de se dire que l'État doit organiser. C'est toujours des petites victoires. Et nos idées, elles progressent, parfois elles reculent. Mais le fond des idées, je pense, reste quand même assez fort en France. Solidarité, liberté, égalité, fraternité, c'est pas mal comme programme politique. Merci David Guiraud. Merci Nadia. Bon, on se retrouve le 10 avril. D'ailleurs, le 10 avril, il y aura une émission, tu confirmes Nicolas ? C'est ça, une émission ici, avec plein de médias indépendants à suivre. Hein. Je pense que d'ailleurs, c'est moi demain qui anime la matinale. Vous en direz plus sur cette grande soirée qui s'organisera ici aux médias. On aurait aimé pouvoir tous vous inviter. En plus, en ce moment, le média apporte des croissants et des pains au chocolat, donc on aurait pu vous en faire profiter. Tous, en fait. Peut-être que c'est une vengeance par rapport au fait que tu aies pris des vacances, je sais pas. Les vacances, on peut en parler de vacances. Parce qu'ils prennent pas beaucoup de vacances là-bas. Ça charbonne. Oui. D'ailleurs, demain, on reçoit Nathalie Arthaud. Donc, c'est l'une des dernières, c'est la dernière d'ailleurs émission Face aux Indés. Émission Face aux Indés avec Nathalie Arthaud. Petite question, là, est-ce que vous arrivez à convaincre d'autres candidats, en d'ailleurs d'Hidalgo, dont la mission est de pourrir Jean-Luc Mélenchon, d'un moment donné de se réunir et de s'entendre autour il y en a une qui n'a pas parlé encore, c'est Christiane Taubira. D'accord. Les autres, ils sont dans leur logique, ça sert. Et en vrai, moi, j'ai jamais pris l'argument du vote utile. Je trouve que c'est pas un très bon argument parce qu'on en a souffert pendant des années avec un PS hégémonique. Donc, c'est juste, par contre, il faut que les gens ils fassent un choix. Voilà, c'est quoi votre objectif quand vous allez voter ? Si votre objectif c'est de voter au plus proche de vos convictions, si c'est même de vous faire plaisir, moi je comprends. C'est pas un jugement. Mais par contre, si votre objectif, c'est de vous dire il faut qu'on ait pas l'extrême droite, il n'y a qu'un candidat qui peut le faire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Tous les autres ne peuvent pas le faire. Je veux dire, même Pécresse, même autres ne peuvent pas le faire à l'heure actuelle. Si votre objectif, c'est d'avoir... Marine Le Pen non plus. Mais si votre objectif, c'est aussi d'avoir un second tour pour parler quand même de questions sociales, écologiques, etc., vaut mieux voter pour Mélenchon que pour Le Pen. C'est une question d'objectif, en fait. C'est quel est votre objectif ? Si vous voulez vous faire plaisir, j'entends. Je comprends... Mais voilà, moi c'est pas le mien personnellement, mais ça s'entend. Mais sur les autres candidats, non, ils vont aller au bout de leur logique. C'est trop tard pour se désister. Il y a des frais de campagne qui sont engagés, souvent assez colossaux. Il y a beaucoup d'histoires d'argent derrière les histoires de candidature, donc ils vont devoir aller au bout. Bon, après, tant pis pour eux, s'ils sont pas remboursés, ils sont pas remboursés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Très bien, David. Donc, rendez-vous. Donc, on a parlé de cette échéance importante, le 10 avril. Une autre échéance importante pour le média, je le disais en introduction, je suis obligée de le répéter pour cette conclusion. On en lance une campagne d'abonnement. On a besoin d'au moins 4000 nouveaux abonnements, donc à hauteur de 5 € par mois, pour pérenniser les finances du média et pour continuer à exister et à faire, à donner la parole à des acteurs que l'on n'entend pas forcément. Voilà, David notamment. Mais David, on l'entend beaucoup, même dans d'autres médias concurrents qui sont pas très sympas. Mais c'est vrai qu'aux médias, on a la chance de pouvoir donner la parole à des militants, des sociologues, des psychologues, des travailleurs sociaux qui sont complètement invisibilisés dans les médias mainstream.
s'ils n'existaient pas, alors qu'ils font vivre cette France. Pays, ouais. Voilà, donc 4000 abonnements à hauteur de 5 € par mois pour permettre aux médias de continuer son devoir d'information.